Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo, et aujourd'hui, si le son est un peu bizarre pour ce début de vidéo, rassurez-vous, ça va revenir à la normale un peu plus tard. Donc cette vidéo là, c'est pourquoi je fais cette intro là, c'est pour vous montrer cet énorme colis. Alors regardez cette photo, vous allez voir, bon c'est encore pire. Donc ce colis immense, je pouvais pas m'empêcher de vous le montrer et surtout de faire ceci, parce que vous allez voir, le problème avec ce colis, c'est que certes il y a marqué fragile dessus, c'est génial, c'est une super bonne idée de marquer fragile sur un colis, et il faut savoir que la Poste ils en ont rien à foutre, ça sert à rien, hein, ça sert justement à rien du tout. Mais surtout, il y a absolument aucun remblai dedans, ce qui est par contre, bon voilà. Donc, vous allez voir que quand je l'ai tourné, quand le facteur m'a passé ce truc, il se demandait si je devais accepter ou pas ce colis, parce qu'il pensait que je l'avais acheté, mais non, vu que c'est pas un truc que j'ai acheté, je peux accepter le colis, mais si vous recevez un truc comme ça, quand vous achetez quelque chose, refusez le colis, faites en sorte que ça revienne au vendeur, parce que c'est pas du tout protégé comme il faut, car vous allez entendre, enfin, j'espère que vous allez entendre, mais quand je vais tourner la boîte, mais il y a tout qui bouge dedans, ça c'est impressionnant. Voilà, j'espère que c'est pas trop fragile ce qu'il y a dedans, parce que sinon c'est complètement foutu maintenant. Donc on va venir avec le plan normal et on va voir si ce qu'il y a dedans est encore utilisable. Ah oui, j'ai oublié de préciser que la boîte est à moitié vide aussi, ce qui est aussi une mauvaise pratique à propos de la Poste, parce que si la boîte est à moitié vide, tout va bouger dans la boîte tout simplement, parce qu'il faut que rien ne bouge quand on fait un emballage. Je dis pas ça pour reprocher quoi que ce soit à la personne qui m'a envoyé ça, je dis ça justement juste pour que vous appreniez à faire un bon paquet si vous avez besoin d'envoyer quelque chose, parce que si vous faites un truc de ce genre, c'est pas la Poste qui est responsable, hein, malheureusement, donc vaut mieux que je vous explique comment on fait. Donc il faut que rien ne bouge, prendre la boîte la plus petite possible pour qu'il y ait le moins de vide possible, sinon vous allez mettre une tonne de remblai, et il faut aussi faire en sorte que il n'y ait pas un truc qui soit fragile, qui soit sur le bord, genre par exemple un écran qui colle au carton, etc. Non, il faut qu'il y ait des bulles autour de ce qui est fragile, quoi, ou sinon ça va poser problème. Bon, après, si ça c'est des trucs qui étaient censés aller à la poubelle et puis à la place on me les a envoyés comme ça rapidement dans un carton sans se soucier du fait que ça soit encore en fonctionnement ou pas, bon, on peut faire comme ça bien entendu, mais voilà, ça je veux dire, c'est chelou pour la Poste. Quand vous envoyez un truc comme ça, ils s'inquiètent les gars de la Poste. Bon, alors première chose qui fait partie du colis, alors à une lettre près, à peu de choses près, ça voudrait dire l'oiseau de pisse, ça, donc déjà c'est bon, encore un bon choix de marque. Alors je ne l'ai pas bougé, hein, c'est apparu comme ça dès que je l'ai ouvert, hein, avec la carte qui était à moitié sortie. Nous avons une disquette, oh bah ça c'est génial, carrément, c'est sur disquette. Donc bon bah au moins on sait que c'est assez vieux pour que ça fonctionne avec des vieux ordinateurs. Est-ce que c'est le fameux RTL 8139D, il y a marqué dessus, donc oui, je crois que c'est bien celui que je vous avais montré précédemment dans une précédente vidéo en vous disant que ça fonctionne très bien avec les vieux ordinateurs. Justement, le pilote est carrément fourni sur une disquette et sur un CD visiblement, et un deuxième CD. Ouais non, je suppose que certains de ces CD ne font pas partie de ça, ou alors franchement c'est l'overkill le plus total pour un pilote de carte réseau, quoi, tout bêtement. Donc bon bah voilà, il y a un truc qui vient avec le Pentium 4 à l'intérieur, une petite notice. Donc voilà, une carte réseau Fast Ethernet pour qui en aurait besoin. Ici nous avons, qu'est-ce que c'est que ça, un Sony Ericsson à clapper, ça j'avais, il y a du scotch, oui, il y a du scotch dessus. Pouf, 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 poubelle. Voilà, et donc, un Sony Ericsson à clapper. Oh là, avec l'empreinte des boutons sur l'écran, sûrement, ouais, c'est des rayures, donc c'est sûrement les chocs pendant le transport. En tout cas, bon, c'est bien fabriqué, ça devrait toujours fonctionner. Et nous avons un Samsung. Ah bah tiens, bah justement, c'est un Samsung Galaxy Spica, on m'en avait parlé dans les commentaires de ma vidéo sur le HTC Wildfire, je suppose que c'est sur cette vidéo-là, à moins que ce soit sur le Xperia X10. Donc c'est un vieux Android de Samsung, je crois que ça date d'avant que Android se lance réellement, on va dire, dans le haut de gamme Android. À l'époque, il faisait un petit peu comme LG, hein, c'est-à-dire des téléphones plutôt plus ou moins bas de gamme. Faut dire, tous les premiers Android sont plus ou moins milieu de gamme en fait, plutôt que d'être haut de gamme. C'est qu'à partir du Galaxy Ace et du Desire tout court qu'ils ont fini par commencer à faire du haut de gamme. Donc qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, donc bon, t'as toujours cette fameuse strap pour cacher l'USB. Je sais pas pourquoi c'était à la mode à cette époque-là. Peut-être que ça s'oxydait plus facilement qu'avant, ou peut-être qu'autrefois on s'en préoccupait plus que maintenant. Je pense que c'est plutôt ça la raison.
Donc ce téléphone-là, c'est bizarre, ça dépend des personnes. Pour certaines personnes, j'entends que c'est un téléphone absolument horrible. Pour d'autres personnes, j'entends que c'est un téléphone qui pour l'époque était correct. Donc bon bah il faudra que je le teste et ce sera l'occasion d'une rétrospective. Il est pas dans un état incroyable pour l'arrière, hein. Vous voyez qu'il a été bien raclé et tout ça. Mais pour ce qui est de devant, il a l'air parfaitement bien, donc s'il fonctionne, eh ben c'est parfait pour une vidéo. D'ailleurs, je vois qu'il a la batterie, une plutôt grosse batterie, en parlant de ça. Où est le bouton power? On va voir s'il s'allume, hein, on sait jamais. Bouton power, slow micro SD sur le côté, et là nous avons le slow sim sur le côté. Tiens, ça c'est étonnant, y a pas beaucoup de téléphones qui ont fait ça. Donc pour l'allumer, ah oui c'est vrai que... je sais pas pourquoi j'y pense jamais, mais les premiers smartphones Android, certains, notamment les LG et celui-là, a priori à ce que je vois, utilisaient comme les feature phones d'autrefois, le bouton raccroché pour l'allumer. Bon, a priori, il n'y a pas assez de batterie pour que ça marche, peut-être qu'il est complètement mort, j'en sais rien. On va essayer de le brancher. Oups, raté. Donc je disais, on va essayer de le brancher, et où est le... Ah oui, c'est vrai que... je sais pas pourquoi, je l'avais juste vu en plus. Donc on va essayer de le brancher, on va le laisser de côté, et s'il arrive à se recharger un petit peu... Ah, il s'allume déjà. Il s'allume, donc c'est bon signe. Une fois qu'il sera rechargé un petit peu, on verra à la fin de la vidéo ce qu'il donne très rapidement, même si a priori, hein, bon, c'est un vieux smartphone, donc on peut pas s'attendre à grand chose, hein, bien entendu. Bon, et ensuite, j'ai ramené quelques autres petites surprises venant de ce colis. Bon sang, il y a pas mal de trucs hein, là-dedans. Et je crois que les dieux de la poste étaient avec lui, parce que visiblement, tout a l'air d'avoir survécu relativement correctement. Purée, ça pèse 1,50 g, on dirait même pas qu'il y a une batterie dedans. Comme d'habitude avec ces trucs de chez MP Man ou... Comment c'est l'autre marque déjà, la marque vraiment notoirement pourrie là. Oh mince, c'était quoi? Clipsonic, voilà. Toujours avec ces marques-là, faut pas s'attendre à grand-chose. C'est vraiment de la grosse merde. Je sais même pas si ça marche encore. Ça va faire partie de ces trucs que je vais mettre 300 ans à recharger et ensuite je me rends compte que ça ne démarre pas malgré tout, ou alors ça déconne tellement que c'est même pas la peine d'y penser. Ensuite, un autre petit lecteur MP3. Lui, il est de la marque... Quoi? Laser ou loser? Parce que... non, je plaisante, mais... Où est-ce qu'il est le bouton power là-dessus? Non, parce qu'il y a un point en plein milieu du truc qui ressemble à un A. Pas sûr. Donc... Non, bon, ça démarre pas non plus. C'est normal. Ça va aller dans la fameuse boîte des trucs, un de ces jours, quand je ferai un spécial lecteur MP3, etc. Je commence à en avoir un certain nombre. Donc, maintenant, nous avons cette chose-là. Putain, ça encore, ça pèse 1,50 g. C'est incroyable qu'on puisse vendre des trucs pareils. Tiens, il manque le truc pour fermer les piles, donc il va falloir que je bidouille un truc si j'ai envie d'essayer de m'amuser à utiliser ce truc. Donc oh là là, les boutons sont horribles, notamment le bouton pour la photo, quoi. J'ai jamais vu un truc aussi pourri, même sur un très mauvais appareil photo. Donc bon, il y a un écran, c'est déjà ça. Oh putain, ces boutons. Rien que le plastique des boutons, regardez, on voit des points. Putain, ça veut pas faire le focus dessus tellement c'est pourri. Donc regardez là, le plastique, il y a des espèces de dépressions dedans, tu vois, c'est tellement fin que le plastique s'est écroulé sur lui-même en séchant à certains endroits. C'est oh là là, oh putain, qu'est-ce que c'est minable au niveau de la chipitude de ce truc-là, je sais pas comment dire ça, mais c'est juste impressionnant. Et pour faire contraste, ensuite à côté, on a un Samsung à clapet, pas non plus un téléphone magistral en termes de qualité de fabrication, mais au moins c'est pas fait avec du plastique où t'as l'impression de traverser en appuyant dessus, comme si c'était une feuille de papier d'alu. Donc bon, encore une fois, pas possible de vous l'allumer en vidéo étant donné qu'il y a plus de batterie. Un petit Alcatel tactile a priori, et si peut-être résistif a priori, ou alors si c'est du capacitif, c'est l'écran capacitif le plus souple du monde, ce qui est possible hein, de toute façon. Donc on va essayer d'ouvrir ça et voir s'il y a une batterie dedans. Déjà c'est une bonne chose à vérifier. Et s'il y a une batterie dedans, je vais le mettre sur un autre chargeur, encore une fois, pour essayer de l'allumer d'ici la fin de la vidéo. Donc oui, il y a une batterie dedans, ok, pas de souci. Essayons de l'allumer comme ça, peut-être qu'on aura de la chance. Ah, vu les boutons, c'est peut-être sous Android ce truc. Putain, si ça c'est sous Android, bah dis donc, ça devrait vraiment être un truc bas de gamme de chez bas de gamme. Hein. Alors en farfouillant dans les coins du colis, j'ai réussi à trouver ça, un chargeur Samsung, un câble Serialata, et surtout j'ai réussi à trouver ce truc-là, donc a priori, peut-être, enfin s'il marche encore, s'il tient encore, et si le truc en lui-même marche encore, ouais, je pourrais mettre des piles dedans sans avoir à faire un gros bidouillage foireux, donc ça c'est déjà une bonne chose. Donc est-ce que j'arrive à le clipser jusqu'au bout, parce qu'il y a encore de l'espace dessus, on sent la grande qualité, hein, parce que c'est peut-être normal, c'est ça le pire.
Ouais, ça a l'air normal. Oh là là, putain. N'importe quoi ces trucs-là. Donc, oups, pardon. Voici un lecteur DVD avec des prises Serial ATA, donc pas si vieux que ça, qui vient d'un ordinateur de chez HP, peut-être qu'il marche déjà plus, hein, j'en sais rien. Donc, un lecteur graveur DVD en Serial ATA, donc ça peut toujours être vachement utile, étant donné que c'est pas un truc que je trouve très souvent. J'ai pas l'impression qu'il ait été fait par Hitachi LG, ce qui est... Attends, je vérifie bien, hein, mais c'est un gage de qualité que ce ne soit pas fait par Hitachi LG. Il date de 2007. Donc, oui, a priori, il est fait que peut-être par Hitachi eux-mêmes, j'en sais rien, mais en tout cas, c'est pas marqué. Bon, le mieux, ça aurait été que ce soit du BenQ ou un truc du genre, ou voire encore mieux, un Pioneer, mais c'est pas quelque chose que l'on trouve très souvent dans des PC assemblés. Donc, qu'est-ce qu'il y a là-dedans ? Qu'est-ce qu'il y a ? Ah bah oui, bah tout simplement, je sais pas pourquoi je m'attendais à autre chose. En fait, je m'attendais pas à autre chose, je m'attendais à un truc comme ça, mais j'étais pas certain. Bon bah voilà, un fameux baladeur CD, ça fait très longtemps que j'en avais pas vu un baladeur CD, certains ils savaient lire les MP3 à partir de... Ouais bah voilà, en voilà un justement, qui sait lire les CD regravables et qui sait lire les MP3 directement en format CD. Ce qui veut dire qu'on a tous les défauts du CD, tout en ayant tous les défauts du MP3. Les défauts du MP3, c'est, bon à l'époque en tout cas, la qualité des MP3 qui était souvent encodée grand maximum en 128 kilobits par seconde, ce qui était encore convenable, mais on en avait certains qui étaient carrément encodés en 96 ou 80 ou des trucs comme ça, la qualité était catastrophique. Donc les défauts du MP3 avec les défauts du CD. Alors les défauts du CD, c'est dès qu'on se prend un microscopique shot, une microscopique secousse, eh bien le CD saute, alors du coup, bon bah voilà, ça fait une interruption. Hop, je re-range ça là-dedans. C'est très nostalgique comme truc parce que franchement depuis le temps que j'en ai pas vu, ça fait tellement longtemps que j'en ai pas essayé je sais même plus ce que ça donne exactement en qualité d'écoute ou ce genre de truc. Et pour information, je n'en ai jamais utilisé un seul avec leur fonction MP3 quoi. J'ai toujours utilisé des CD classiques dedans. Donc maintenant là-dedans, nous avons quelques trucs qui sont plutôt sympas. J'ai l'impression que... Purée, non mais quelle chance il a eu, enfin quelle chance j'ai eu aussi surtout, de recevoir ça en bon état, parce que bon sang, avec la façon qu'est fait le colis, c'est genre obligé que ça soit foutu normalement. J'ai déjà reçu des colis qui étaient mieux emballés que ça, qui sont arrivés dans un état tellement horrible, c'était juste, voilà, c'était inutilisable. Là, la seule chose que ça a fait, c'est que ça a rayé un tout petit peu le vernis sur le côté de la barrette de RAM, donc pourquoi pas. Pourtant écrasé par tout ce qu'il y a d'autre dans cette boîte, je peux vous dire que le fait que ça fonctionne encore, si ça fonctionne encore, serait vraiment un miracle. Donc nous avons deux barrettes de RAM, bon a priori les deux sont de DDR2, je vais regarder si le truc est mis au même endroit, oui donc les deux sont... Bon, non, les deux sont de DDR3, faut croire. Ouais, les deux sont de DDR3, en tout cas ils sont tous de la même génération, parce que je voyais que le petit détrompeur ici était au même endroit sur les deux. Alors j'avais repéré qu'il y avait une carte graphique, mais j'avais pas vu qu'il y en avait deux. Donc deux cartes graphiques en PCI Express, en plus ça me va m'être vachement utile, parce que justement c'est le genre de carte graphique que je n'ai pas beaucoup, parce que les vieilles cartes graphiques PCI Express, elles avaient tous le même problème, je crois que je l'ai déjà dit dans plusieurs vidéos, c'est des problèmes de soudure du composant de la carte graphique, le composant principal, c'est-à-dire le GPU. Parce que, pour une fois, je vais enfin pouvoir vous montrer à quoi ça ressemble en dessous. Vous voyez, il y a toutes ces petites billes en dessous d'un composant comme ça s'appelle BGA, ce qui veut dire, en gros, en français, ça ferait une sorte de grille de billes, en fait, tout bêtement. Donc, vous voyez, ces petites billes, là, à certains endroits, j'ai complètement enlevé les billes, mais là, je les ai laissées. Vous voyez, ce sont des toutes petites billes, vous voyez l'épaisseur, très certainement, maintenant. Attends, je vais me rapprocher encore plus. Voilà, vous voyez très certainement à quel point c'est fin, mais voilà, vous avez des petites billes partout, tout le long. C'est moi qui ai dessoudé ce composant, c'est pour ça que c'est pas forcément extrêmement bien fait. Mais donc, voilà, je crois que c'est le GPU d'une... Ah non, c'est pas je croyais que c'était le GPU de quelque chose, mais non, c'est un chipset Intel sur une carte mère qui était HS, que j'ai complètement dessoudé après avoir remarqué que c'était irréparable. Donc vous voyez ces petites billes, etc. Eh bien, il peut arriver qu'il y en ait une ou deux, ou peut-être plus, qui soient mal soudées. Et quand il y en a une ou deux sur tout ça qui est mal soudé, et que c'est une qui est importante, ce qui arrive souvent, il y en a une
au moins qui est mal soudée dedans. Ça arrivait tout le temps à cette époque-là parce qu'ils venaient de changer le type d'étain dans lequel sont faits ces billes. Donc comme ils venaient de changer le type d'étain, eh bien le processus de soudure avait besoin d'être différent. Et donc ce que ça faisait comme résultat, c'est que certaines étaient mal soudées et au départ elles faisaient contact physique, c'est-à-dire elles appuient contre l'endroit où ils auraient été soudés. Donc l'électricité passe. Mais au bout de quelques années où le PCB se déforme légèrement, c'est-à-dire où la plaque sur laquelle ça devrait être soudé se déforme d'un micron et donc ça ne touche plus. Et donc du coup, voilà, la carte graphique tombe en panne au bout de, on va dire, entre 1 mois et 2 ans. Eh oui, si on n'a pas de chance, c'est en panne depuis le début, mais vous vous en rendez compte que après la garantie, ce qui était top, fabuleux. Et donc au final vous avez une carte graphique qui ne marche plus parce que ou ça s'est légèrement déformé ou ça s'est oxydé et donc du coup le courant passe plus de l'un à l'autre comme il faisait avant par contact, parce que quand c'est soudé, l'oxydation se fait autour. Quand c'est juste posé par-dessus, l'oxydation peut se faire entre les deux et ça fait un isolant. Enfin, en tout cas, ça passe moins bien. Et donc, ça fait que ça s'allume plus. C'est le problème qu'il y avait sur les Xbox 360 ou ce genre de truc. Contrairement à ce que beaucoup de gens ont fait croire, où ce sont des problèmes de ceci ou de cela, ou de toutes sortes de trucs de marabouts qui n'ont jamais été vérifiés. Non, c'est juste un problème de soudure qui n'a jamais été fait. C'est pas que ça s'est dessoudé tout seul à cause des 90 malheureux degrés dégagés par ce genre de composants qui sont pas du tout à même de dessouder un composant de ce genre. Et donc ici nous avons voilà une carte graphique AMD, mais avant ça s'appelait encore ATI, mais ils commençaient à mettre AMD dessus. Vous voyez un petit peu là le truc, on est pile au moment où c'était en train de changer de nom. Putain, le poids est impressionnant de cette machine. Oui, c'est même pas une blague. Cette carte graphique est plus lourde que l'autre alors qu'elle est beaucoup plus fine, tout bêtement parce que le radiateur est fait en en une grosse quantité vachement épaisse de cuivre. Donc bien entendu, c'est beaucoup plus lourd. Donc voilà, une carte graphique plus ou moins relativement pas, je suis pas sûr en fait, ça dépend de l'époque où ça a été. Attends, je vais regarder s'il y a marqué le modèle. C'est une quoi? C'est une Bon, comme d'habitude avec ces trucs, c'est marqué nulle part, donc je ne sais pas quelle génération c'est exactement. Il faudrait la reconnaître visuellement, mais elle a un HDMI et elle a un DVI. Je ne sais pas du tout quelle génération c'est, mais en tout cas elle est bien foutue pour une carte graphique aussi fine, etc., etc. Là, à côté, nous avons une carte graphique PNY qui est d'une construction standard. C'est une GT 440. Pour celle-là, c'est marqué directement sur la petite étiquette qu'a rajouté PNY dessus, parce que si ça avait été un autre constructeur, ça aurait pu être tout aussi problématique qu'ici, et on ne se serait pas du tout douté de quel type de carte graphique c'est, parce que si ça se trouve, c'est pas une carte graphique si bas de gamme, parce que si ça se trouve, ils ont juste fait une version compacte au niveau du refroidissement, une carte graphique un petit peu plus grosse, en utilisant un maximum de cuivre, je ne sais pas. Alors là, on rentre dans le monde du what the fuck. Faudra que je change d'angle de caméra pour essayer de voir ça d'un peu plus gros, d'un peu plus loin, je veux dire, que je raconte, parce que c'est un peu trop gros surtout. Et là, nous avons un petit ventilateur, j'espère qu'il est pas cassé. Parce que ok, comment on met là? Alors, bonne question. Où est censé se mettre ceci? Parce qu'il n'y a pas de trou pour faire passer l'axe. Ok, c'est un mini ventilateur, mais on ne sait pas comment on met le truc, parce que si vous regardez dedans, il doit manquer une pièce. Il doit y avoir une pièce qui doit se mettre entre ça et ça, parce que je ne peux pas le mettre. Cette pièce a dû passer à travers la poignée de la boîte, parce qu'il n'y avait rien pour protéger, parce que très franchement, je n'ai pas du tout trouvé ce qu'il fallait là-dedans. J'ai trouvé cette espèce de truc qui doit venir de là-dessus, des vis, je sais pas du tout d'où ils viennent, 3 antennes que l'on verra tout de suite à quoi ils appartiennent, et 2 notices de chez TP-Link. Regardons quand même comment marche le petit ventilateur USB, s'il marche encore. Bon, je l'ai branché en USB, mais il se passe rien. Donc, ou il y a un faux contact, ou ça ne marche plus du tout, ou le câble USB ne marche plus. Bon, pas grave, c'est pas important. On va voir si c'est pas un truc qui fait bloquer. Non, ça marche plus, tant pis. Ça marche pas du tout. Et maintenant, nous avons cette méga saloperie. Je crois que je vais essayer de trouver un angle de caméra un peu plus adapté. Bah purée, je suis littéralement obligé de mettre la caméra à 2 km. Bon, ce truc-là est bien fixé, il est pas parti pendant le transport. Je sais pas avec quelle tension ça fonctionne. Il y a marqué 5 watts, ok, c'est génial, mais purée, 15 volts. J'ai pas du tout ce qu'il faut pour brancher à cette prise
avoir du 15 volts et tout ça. Bon, je vais essayer avec du 12 parce que je dois avoir ce qu'il faut, mais sinon 15 volts, s'il lui faut vraiment 15 volts, ça ne devrait pas marcher, hein. Tiens, je viens de me rendre compte d'un truc génial, il n'y a même pas marqué la polarité sur l'étiquette pour savoir si je dois mettre le moins au centre et le plus autour ou l'inverse. Donc je vais prendre le truc le plus fréquent, c'est-à-dire le plus au milieu et le moins autour. Et si ça grille la chose, c'est pas grave, de toute façon on n'aura pas perdu grand-chose. Bon, j'ai trouvé une prise qui rentre, il n'y a plus qu'à la brancher au secteur et à voir ce que ça donne. Hop, 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 ouh, la prise elle est bien cachée au fond. Attention, il se passe rien, du tout. Bon, est-ce que c'est un faux contact? Est-ce que ça fait un bruit? Non, il se passe rien du tout, ça ne marche pas. Bon, tant pis, hein, bon, ce sera bien tenté, hein, mais non, ça marche pas. Ensuite, nous avons le méga ventilo Cooler Master, c'est le deuxième que j'ai comme ça, je suppose que personne sait quoi en faire une fois qu'ils ont pété le boîtier ou je sais pas quoi, parce que c'est une taille pas tellement habituelle, quoi, aussi grand que ça, on n'en voit pas beaucoup, hein. Je sais pas exactement combien ça fait 20 cm peut-être, un truc comme ça, c'est vraiment vraiment gros, hein. Ensuite, nous avons je suppose que c'est un routeur Wi-Fi, hein, je suis pas sûr qu'il fasse modem aussi, mais en tout cas... Ouais, il a de l'USB, il a plein de trucs, il est peut-être à câble d'ailleurs, on peut peut-être s'amuser à le modifier pour en faire quelques trucs, il faut regarder si le modèle est supporté par des projets comme OpenWRT ou des trucs comme ça. Ensuite, nous avons les antennes qui ont été dévissées avant de le mettre dans la boîte, ce qui est une bonne idée parce que ça fait en sorte qu'il y a moins de chances que ça se casse pendant le transport, donc bon, ça m'étonne d'un colis qui était aussi mal emballé d'avoir pensé à faire ça. Donc tac tac tac, les 3 antennes, ça doit être du Wi-Fi N vu qu'il y a 3 antennes, et que à mon avis ça doit pas être du Wi-Fi AC parce que ça doit être un petit peu trop ancien pour ça, parce que ça voudrait dire qu'on vient de m'envoyer un truc neuf, hein, donc ça serait étonnant. Oui c'est du Wi-Fi N. Donc il faudra que j'essaye ce truc parce que moi au niveau du Wi-Fi j'utilise un petit quelque chose qui est correct, mais c'est pas non plus la joie quoi, c'est pas extrêmement génial, donc si ce truc-là marche encore, si j'arrive à en faire quelque chose, attends, il rentre donc 12 volts, lui, il pourrait marcher avec l'adaptateur secteur que j'avais vu avant. Donc voilà, je vais essayer de voir si ça marche ce truc-là, et si ça marche, ça peut être quelque chose de bien, parce que ils ont pas tendance à faire des trucs totalement pourris chez TP-Link, hein. Je sais que ça ressemble un petit peu à la contrefaçon de D-Link au niveau du nom, mais sinon, ce que j'utilise actuellement est déjà de cette marque, et fonctionne plutôt bien, ça doit faire déjà 1 an et quelques mois que je l'ai, hein, pas trop de problèmes, juste besoin de le redémarrer de temps en temps parce qu'il a tendance à planter, mais je crois que ça vient de OpenWRT plus que du matériel, hein. Et enfin, voici le dernier objet que nous avons, alors je sais pas trop ce que c'est quelque chose de chez... Ah, il y a un lecteur dessus. C'est quelque chose de chez Samsung avec 2 haut-parleurs fournis avec. Attendez, je vais vous en tourner un. Les 2 sont empilés l'un sur l'autre, donc je fais très gaffe de pas tout faire dégringoler. Donc voilà, des petits haut-parleurs qui sont donnés avec. Ça pèse 1,50 g, c'est surtout ça qui fait pas tellement plaisir sur cet objet-là. Donc du coup on se dit que la qualité c'est pas... Enfin ça respire pas la qualité quoi, hein. Quand on le voit on s'attend à quelque chose avec beaucoup de métal et tout ça, et au final quand tu soulèves ce truc on a l'impression que c'est une boîte vide en plastique. Alors même les haut-parleurs font pas particulièrement solides, même si bon ils sont à peu près corrects, hein. Et en dessous nous avons un patin qui a glissé de son emplacement, voilà, bon, ok. Mais au moins les haut-parleurs sont quand même faits en grande partie en bois, ce qui est une bonne chose. Ça fait un peu plus authentique. Et donc regardez, là ici, il y a un truc assez amusant, il y a marqué Play Windows Media, je crois. Donc est-ce que ça veut dire qu'il est compatible avec les formats WMV ou des trucs de genre, ou est-ce que ça veut dire qu'il y a une sorte de système d'exploitation bizarre de Microsoft dedans? Je ne sais pas. Mais je suppose que c'est plutôt la première solution, maintenant que j'y pense. Là, nous avons un bouton volume plus, volume moins, c'est étonnant comme truc. Un bouton éjecte, bon, ça on comprend. Mais c'est marrant d'avoir volume plus, volume moins en façade. Je suppose que c'est ce qu'on pourrait appeler une sorte de micro home cinéma, ou je sais pas quoi. À l'arrière, un truc que j'aime pas du tout, c'est qu'il utilise des prises non standards, on va dire, pour brancher les haut-parleurs, plutôt que d'avoir des espèces de coince-fils, enfin c'est comme ça que j'appelle ça, pour brancher les haut-parleurs qu'on veut, quoi. Bon, après on peut toujours faire un moyen de convertir ça si on veut. Et il y a une sorte de prise jack à l'arrière, je sais pas à quoi ça sert. Dessus, il y a marqué
Only for Service, donc je suppose que c'est juste une entrée port série pour débugger en usine ou pour réparer au SAV ou ce genre de truc s'il y a un problème de firmware avec ce genre de choses, donc c'est pas du tout une prise jack en réalité. Et ici nous avons de quoi brancher une antenne FM, donc je suppose que ça fait radio en plus de lecteur CD. En tout cas ça fait pas lecteur DVD, donc bon ok, il n'y a pas d'entrée... Ah non, il n'y a pas d'entrée son, il n'y a rien du tout, donc c'est même pas home cinéma, c'est juste une sorte de mini chaîne hi-fi avec des fonctionnalités extrêmement basses, quoi. Il y a un aux in devant, ok, donc on peut peut-être de se servir de ça à la limite pour faire rentrer du son, mais alors franchement c'est pas la grande classe, hein. Ah, ces micro-chaînes à 2 balles, hein, bien entendu. J'en avais une, moi aussi, un truc qui faisait les cassettes, ça devait être un peu plus vieux. Et nous avons d'ailleurs une télécommande pour ce truc-là, ce que je vois. Bizarre de la façon qu'ils ont fait le truc qui s'emboîte ensuite derrière, là, cette espèce de morceau. On dirait que c'est fait pour mettre une vis dedans, tiens. Alors qu'il n'y a aucune raison, enfin c'est bizarre. Et donc, voilà, une petite télécommande pour ce truc-là, qui a une drôle de forme. Je sais pas trop comment on pourrait qualifier cette forme, suppositoire peut-être. Donc maintenant, venons-en au téléphone Samsung en bonus. Alors, essayons de l'allumer, on va voir s'il s'allume, si c'est suffisamment rechargé pour que ça s'allume. Ok, ça a l'air de s'allumer. On va poser ça là. Bon sang, qu'est-ce que c'est solide les trucs de marque comme Samsung ou des trucs comme ça à côté de trucs chinois et tout ça, parce que franchement, ce truc il marche encore après avoir été balardé dans un colis écrasé par une chaîne hi-fi, un ventilateur, une boule disco. Bon... Si je vous fais toute cette liste et que vous n'avez pas vu le reste de la vidéo, vous êtes en train de vous dire putain, qu'est-ce qui s'est passé avec ce colis. Et par des cartes graphiques et tout ça et plein de trucs à des bouts griffants et saillants dont aussi une grande quantité d'autres téléphones. Et il marche encore, il a même pas une rayure sur l'écran, donc franchement impressionnant. Ou alors s'il en a une, c'est vraiment minime, hein, ça se voit pas. J'arrive pas dans l'immédiat, je n'en ai pas vu. Et alors à côté, vous avez par exemple le Elephone P7000 qui, emballé dans une énorme couche de bulles et dans une boîte adaptée et tout le tralala, arriver complètement plié en deux. Donc ça c'est impressionnant. Ah, écran tactile capacitif. Merci Samsung d'avoir pensé à ça à cette époque et de ne pas nous avoir fait comme LG. Pas de surcouche. Ou alors à peine, parce que ça c'est pas normal, ça c'est pas standard, le fait qu'il y ait ces espèces de trucs, donc c'est légère surcouche extrêmement subtile, Android 2.1, Update 1, donc Android 2.1.1, on va appeler ça comme ça, ça doit être la dernière version disponible pour ce téléphone d'ailleurs, enfin la dernière version disponible pour ce téléphone, sauf si on utilise des custom ROM, mais après les custom ROM sur ce genre de téléphone, j'ai envie de dire, quand la ROM est bien foutue, dans celle qui est donnée par le constructeur, c'est rare qu'une custom ROM fasse mieux, hein. Il faut vraiment que le constructeur se soit loupé, notamment comme LG par exemple, sur leur téléphone actuel et depuis 2012 à peu près, ils utilisent des ROM mais qui sont d'une médiocrité en termes d'optimisation. Une custom ROM ça change tout le téléphone, donc on se demande pourquoi ils utilisent pas Android stock, hein, tout bêtement. Donc voilà, un téléphone qui a l'air sympathique, en plus il a l'air relativement fluide pour un téléphone de cette époque-là. Je ne sais pas du tout quelle est la configuration de ce téléphone. Bon, peut-être que il s'avère avoir plein de mauvaises surprises ensuite, une fois qu'on s'y aventure un peu plus. Mais pour l'instant, je ne vois rien de particulièrement dérangeant dans ce téléphone. C'est quoi ce bouton? C'est le bouton menu? Non, c'est le bouton recherche. Donc ça doit être ça le bouton menu. Ouais, c'est ça. C'est bizarre parce que le bouton menu, il ressemble en fait plutôt à une sorte de plateau avec une flèche qui en sort. Donc je suppose que ça symbolise le fait que ça se déplie venant du bas, mais bon... Je sais pas, j'avais jamais vu ce symbole, enfin si, j'avais déjà dû le voir sur des Samsung, mais c'est pas le symbole standard. Donc, regardons s'il y a besoin de le remettre à zéro. Ouais, il faut que je le remette à zéro, il y a encore le compte Google du précédent utilisateur, donc autant faire ça tout de suite. Où est-ce que c'est? Ça doit être dans sécurité ou un truc de genre. Bon, c'est peut-être dans confidentialité plutôt, voilà, c'est là. Allez hop, c'est parti. Bon pendant qu'il se remet à zéro, je vais brancher l'autre téléphone qui était déjà branché ailleurs, hein. J'ai juste que je le rebranche parce que je fais pas confiance au fait qu'il ait genre 3% de batterie pour qu'on puisse faire la vidéo, enfin en tout cas qu'on puisse voir à quoi ressemble ce téléphone en vitesse. Voilà, c'est bon, c'est branché. On va essayer d'allumer ce truc Alcatel. Ça a l'air d'être un Android, hein, mais un Alcatel, il y a marqué Alcatel One Touch, donc je suppose que c'était bien un Android vu que ça correspond à l'époque. Ouh, ça a démarré vachement vite. Non, ça a l'air d'être une imitation d'Android plutôt. Oh là là, non, c'est pas du tout un Android.
Mais pourquoi ils utilisent alors du coup les logos d'Android? C'est juste malhonnête. Oh oui, et puis attends, même le thème. Putain, on voit que Alcatel, hein, quand ils ont commencé à faire des smartphones, ils se sont juste... ils ont juste décidé de prendre des vieux trucs génériques chinois à la con, genre contrefaçon d'iPhone et tout ça, faire quelques ajustements, et puis hop, c'est bon. Tiens, ça fait de la musique de l'autre côté. Donc, voilà, je pense qu'il n'y a rien de spécial à voir là-dedans, il faudra bien entendu s'y attarder un peu plus. Est-ce que c'est un écran résistif? Tiens, ça peut être une bonne indication, une bonne chose à savoir. Non, c'est au moins un écran capacitif. Donc comme je le disais, c'est l'écran capacitif le plus naze du monde. Vu que quand on appuie dessus, on a l'impression que ça s'enfonce comme un écran résistif. Parce que ça doit être une vieille vitre en plastique bien crade. Bien crade. Et ce qui est étonnant, c'est qu'il soit pas rayé. Donc peut-être que c'est une vitre en plastique, mais au moins c'est de meilleure qualité que les vieux bas de gamme LG de 2010, qui eux se rayaient mais tout seuls, quoi. Allez, hop, j'éteins le Alcatel. Et on va revenir au Samsung dans quelques secondes. Quand il aura fini son premier démarrage à rallonge, d'ailleurs, j'y pense. Eh bah purée, avec Samsung, le premier démarrage d'Android 2.1 à cette époque-là était aussi long que le premier démarrage d'Android 5.1 à notre époque. Hein. Alors, bon, c'est pas encore fini d'ailleurs. Initialisation en cours, veuillez patienter. Veuillez patienter pourquoi? Le lock screen? Bon, bah on va attendre, hein. Bon, ça a l'air d'être fini, alors regardons la grande surprise que nous avons au premier démarrage, donc hop, on déverrouille, et comme vous le voyez, fond d'écran, il y en a pas, mais surtout on voit très très bien que ce téléphone avait été fourni par SFR. Hein. Oh là là oui qu'on le voit bien, hein. Merci SFR, oh c'est gentil de nous avoir tartiné tout le firmware de votre saloperie, de votre fange. Non, parce que très franchement, oh là là, quelle horreur, hein. Je sais pas ce qu'ils ont chez SFR à faire ça, ils faisaient ça en tout cas au moins jusqu'en 2013, parce que j'en ai vu des... Bon, il y a que 3 fonds d'écran qui sont fournis avec, ou 4 si on compte plein gris. Donc on va choisir un des fonds d'écran qui est donné avec. Ils ont dû faire ça pour réduire la place que ça prend en RAM. Ça, à savoir d'ailleurs qu'à l'époque où est sorti ce téléphone, c'est-à-dire novembre 2009, il me semble que les iPhones n'étaient pas encore capables d'avoir un fond d'écran tout court. Ils avaient juste un fond noir. C'était toujours plus élégant que le fond gris. Donc je suppose qu'ils ont dû faire ça pour gagner un tout petit peu en fluidité sur le fond d'écran. Bon, pour ce que ça change. Et donc c'est Android 2.1, il est sorti avec Android 1.5 à l'origine. Et qu'est-ce que je voulais dire à propos de ce téléphone aussi? Ah oui, il a un processeur pas tellement performant qui ne fait pas l'accélération 3D, mais il fait l'accélération 2D, ce qui le rend déjà un petit peu meilleur que ce que l'on a pu avoir sur des bas de gamme suivants, genre par exemple les fameux, bon on va pas citer, bon si on va encore le citer, le HTC Wildfire ou des trucs de ce genre, donc... C'est pas si mal que ça. Je vais connecter le Wi-Fi et je vais mettre mon mot de passe pour le Google Market. Je sais pas si ça marche encore sur des vieilles versions comme Android 2.1, le Google Play Store. Un truc que je viens de remarquer, c'est que l'écran tactile est vachement précis pour l'époque. Et un deuxième truc que je viens de remarquer, c'est qu'a priori le compte Google fonctionne toujours avec Android... Ouais, il fonctionne toujours avec Android 2.1, alors que a priori il fonctionne plus avec 1.6 et précédent. Et il fonctionne toujours avec 2.2, ça j'avais remarqué. Mais bon, c'est impressionnant de voir à quel point chez Google, ils ont tendance à continuer à garder une compatibilité avec les très 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 vieux machins. Il vient de relever mes emails, etc. Bah, c'est incroyable que ça fonctionne toujours à cette époque-là. Ça doit être toujours relativement utilisable en tant que microscopique smartphone, si en tout cas le firmware est mieux foutu que sur le HTC Wildfire et que aller sur internet n'est pas une calamité. Donc bon bah ça se fera une vidéo rétrospective d'ici quelques temps. En tout cas je crois que j'ai arrêté la vidéo là. Oh si on va aller faire un tout petit tour sur internet pour voir ce que ça donne en allant sur YouTube. Donc déjà Google se charge relativement rapidement avec... Tiens, puis je vais pouvoir vous montrer le clavier qui est fourni avec. Alors je sais pas s'il a des algorithmes d'autocorrection qui marchent, enfin qui ont été faits exprès par Samsung ou je ne sais pas quoi, mais je trouve que c'est intensément précis par rapport à d'autres trucs que j'ai eu à cette époque-là. Mais bon, j'essaye d'être dans la case de recherche, ça serait pas mal, parce que, à moins qu'il ait lancé la recherche sans afficher quoi que ce soit comme texte dans la case, je ne sais pas, on va voir ça tout de suite. En tout cas, il charge. Il charge un truc, mais je sais pas ce que c'est. La dernière fois que j'ai utilisé Android 2.1, c'était sur la tablette la plus mauvaise du monde, que j'ai fait en vidéo il y a déjà un petit moment. Et pour information, ça a fonctionné, mais alors très très mal. Mais alors, très mal, mais c'était à cause du processeur en grande partie. On va voir si ce truc-là était un peu plus musclé déjà. Ah non, il est juste en train de... Qu'est-ce qu'il me raconte? Il y a Google qui fait sa pub.
je sais pas sur quoi j'avais cliqué, en tout cas ça avait pas pris en compte ce que j'étais en train de taper, donc hop, tapons YouTube, alors sans autocorrection là, vu que c'est des mots qu'il connaît pas. Bon, c'est bien entendu, c'est un tout petit écran, hein, faut être assez précis comme ça, mais logiquement, avec une autocorrection convenable, c'est... Enfin voilà, ça doit être utilisable encore, hein, comme type d'écran tactile. Ils ne l'ont pas complètement chié, dis donc. Donc hop, on va aller sur une vidéo et on va voir s'il arrive à la lire, surtout. Ça risque d'être assez impressionnant pour l'époque, s'il arrive à lire plus de 144p déjà. Je rappelle que à l'époque où ce téléphone est sorti, on est quand même à une époque où, franchement, les smartphones, c'était à peine des smartphones, c'était vraiment les tout débuts d'Android. Putain, c'est marrant, ils ont... Alors, est-ce que ça marche dans ce sens? Bon, la rotation automatique doit être désactivée, je vais enlever le son parce que j'aime pas m'entendre comme ça. Et donc, attendez, je vais aller dans les paramètres. Et je vais voir s'il y a la rotation automatique. En tout cas, ça a l'air d'être au moins en 240p, ce qui le rend à peu près lisible. C'est assez intéressant. Retour tactile, notification de carte SD, bon, on va désactiver ça, on s'en fout. Changer automatiquement l'orientation du téléphone. Donc oui, c'est déjà coché. Donc vérifions si ça marche. Ok. Ça marche peut-être pas avec le navigateur par défaut, essayons de voir ce que ça donne avec un autre programme. Est-ce que ça marche dans l'autre sens? Ah, j'ai dû appuyer sur un bouton. Ouais, j'ai appuyé sur le bouton verrouillage. Oui, ok, donc ça marche. Maintenant, réessayons avec le navigateur web. Peut-être que c'est parce que ça marche pas dans les deux... Ouais, ça marche peut-être que dans ce sens-là, bizarrement. Et pas dans l'autre sens. Bizarre. Regardons si on peut lire une vidéo dans ce sens. A priori, oui. Et comme je le disais, oui, on est au moins en 240p. Il reprend la vidéo là où ça a été arrêté au moment où il est passé, où le navigateur est passé en arrière-plan, etc. Franchement, fonctionne plutôt correctement pour un téléphone de cet âge-là. Et en tout cas, c'est pas autant que je puisse dire d'un téléphone LG de la même époque, hein, avec écran résistif et tout le cacaboudin qui nous faisait avaler à cette époque-là. Hein. Au moins leur firmware était correct à l'époque chez LG, mais c'est bien la seule chose que l'on pouvait leur accorder. Bon, ben voilà, je pense que je peux terminer la vidéo là-dessus, j'ai plus qu'à vous dire salut à tous et à la prochaine!